Juste avant de commencer, je vous annonce rapidement que je serai en live le 17 janvier à 18h sur ma chaîne Twitch pour le commentaire en direct des European Film Awards et l'ouverture de la saison des cérémonies. Je vous y attends, bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans le top du gars qui peut mettre Civil War à côté de ton documentaire tunisien sur les émeutes du pain. J'espère que je vais encore choquer les gens, si possible gravement, si possible mortellement. Ne tergiversons pas, je vais commencer une section mention honorable avec les bonnes surprises de cette année. Les films desquels j'attendais rien, voire pire, et que j'ai étonnamment aimé. Il y a quelques blockbusters que j'ai étonnamment apprécié, je pense à la qualité de la photographie du film F1 de Joseph Kosinski, vraiment une dingue à vivre en salle, bien plus décapant que Top Gun 2. Je suis surpris d'avoir aimé le film de Yorgos Lanthimos et le film de Darren Aronofsky cette année, pour la même raison d'ailleurs, je vous renvoie vers l'interlope qui suivra cette vidéo le lendemain normalement. Il y a aussi des films devant lesquels je pensais me faire chier mais étonnamment pas. Je pense au Dossier Maldoror de Fabrice Duvels qui s'avère être un aussi bon thriller qu'une aussi bonne fresque politique. Last Stop Yumakunti est aussi un très très beau film à voir, je reste bluffé par l'efficacité de l'écriture et de la photographie. Je pense à L'accident de piano qui m'angoissait depuis que j'avais appris que ça parlait d'une influenceuse, mais c'est tellement plus que ça, c'est tellement mieux que ça. Et c'est un des premiers films de Dupieux que je trouve vraiment beau visuellement. Je pense aussi à Dalloway de Yann Gozlan, je pensais que ça serait aussi cringe que Vision. Bah ça l'était, mais il y avait beaucoup de qualité pour rattraper étonnamment. Je vous laisserai checker l'interlope avec les critiques détaillées de tous ces films. J'aimerais faire une dernière catégorie pépite discrète avant le top, avec des jolies découvertes imparfaites mais qui m'ont convaincu. Je pense à la tentative d'adaptation du jeu Excitate, que j'ai trouvé étonnamment solide. Je pense à un film qui est tellement louche qu'il en devient émouvant, c'est Crass de Luna Carmoon. Je pense au film Julie Sautet, qui explore la difficulté à trouver les mots pour parler des violences sexuelles, surtout quand les gens parlent à votre place. Les critiques détaillées sont dans l'interlope qui sortira après cette vidéo. Voilà, passons au top. En numéro 15, La mer et ses vagues de Liana et Renaud. Le film suit une chorale de personnages qui viennent à Beyrouth avec l'espoir de quitter le Liban. La meilleure manière avec laquelle je peux résumer le film, c'est que c'est un film post-apocalyptique ASMR. Le film se déroule quasiment entièrement de nuit et circule entre plusieurs personnages qui développent une palette thématique. Le film s'appelle La mer et ses vagues parce que selon moi c'est un film qui fait de la mer un personnage, qui accepte ou refuse que les gens quittent le Liban. Il y en a certains qui s'obstinent à partir, certains qui ont essayé mais que la mer a rejeté, certains qui n'ont encore jamais essayé, et d'autres qui ont réussi. Et la combinaison de cette thématique et de cette ambiance caractérise une description du Liban comme mortifère. À part nos personnages, Beyrouth est complètement vide, comme si tout le monde s'était déjà barré et que le pays était en train de mourir. Bref, c'est un film politique qui passe par des éléments poétiques très forts et très marquants pour tenir son discours et je trouve ça magnifique. En numéro 14, Nino de Pauline Loquès. Le film suit un jeune homme qui n'arrive pas à admettre à ses proches qu'il vient d'être diagnostiqué d'un cancer. Avant toute chose, Théodore Pellerin, embrasse-moi. Je te suis depuis toujours. Je te suis depuis les films que t'as fait au Québec. T'es magnifique. Épouse-moi, putain, t'es incroyable. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va pouvoir fournir des explications. Le silence du protagoniste pose la question d'un éléphant dans la pièce, d'un blocage ambiant qui crée un tabou et qui est à mes yeux une forme de validisme. En tant que malade, on ne peut qu'avoir la crainte d'être considéré différemment à cause de sa maladie, comme un être fragile pour lequel soit il faut être aux petits soins, soit on peut pas tout montrer, on peut pas tout dire parce que oh là là qu'il est faible. Ça devient un poids qui se matérialise précisément dans les situations où le protagoniste prend la fuite, de son anniversaire, de son rendez-vous. Évidemment, il y a le poids de la mort et d'imaginer que ses jours sont comptés, mais le film ne développe justement pas tant l'intériorité de son personnage, ce qui est très bien. On commence le film pile avec ce déraillement du quotidien, comme si la routine de cet adolescent n'était pas un sujet, avant que ce rendez-vous de routine déraille vers une annonce plus grave, et alors, à ce moment, le film peut commencer. Justement, le film s'attarde beaucoup plus sur le réseau de relations et l'adversité à laquelle il fait face dans ce moment de crise. Voilà pourquoi je perçois le film comme une description et une critique d'un validisme qui cause un traitement différent du malade par rapport aux autres et d'une anxiété vis-à-vis du fait d'être traité différemment, d'être perçu différemment. Le film là-dessus est très doux, très pudique, très beau. Je le conseille, d'autant plus que le sujet peut sembler ultra lourd et horrible, mais le film le traite avec légèreté, parfois même avec amusement, notamment quand Mathieu Amalric débarque pour jouer un fou du bus. C'est très bien. En numéro 13, Black Box Diaries de Shiori Ito. Le film suit le combat d'une journaliste japonaise pour faire entendre le viol qu'elle a subi d'un éditorialiste, mais que la société japonaise n'est pas prête à écouter. Le film se veut vraiment être un pionnier, une expérience qui vient en éclaireur, où la protagoniste mène ce combat, et le film pour montrer à d'autres que c'est possible. Le format vlog est déstabilisant au départ, mais mène à des scènes très marquantes grâce à l'intimité qu'il nous offre. Je pense au moment où la protagoniste rencontre des supporters à elle dans la rue au hasard, au moment où ses proches pensent qu'ils sont espionnés, ou encore au moment où un témoin clé de son viol accepte finalement de témoigner publiquement. C'est un documentaire très classique, avec un dispositif peu inventif, mais qui va droit au but et qui documente la difficulté des victimes de violences sexuelles à se faire entendre.
En numéro 12, On vous croit de Charlotte de Villiers et Arnaud Dufay. Le film suit une mère et ses enfants qui vont être confrontés à leur père et mari abusif au tribunal. Dans la structure, ça reste un film extrêmement classique. La première image du film donne vraiment pas envie, on se croirait dans un film des frères Dardenne sous cocaïne. Et pourtant, une fois qu'on entre dans le tribunal, on n'en sort plus. Le film va insister sur l'oppression de l'endroit par des plans très larges aidés par le minimalisme du bâtiment. L'esthétique devient presque elle-même minimaliste et cette radicalité va avoir une influence elle-même sur le moment et son vécu. Plus on se rapproche du moment de la confrontation, plus le temps du film se dilate jusqu'à la réunion qui va être présentée en temps réel, comme si le temps ne pouvait plus être compressé. C'est comme si le montage n'était même plus capable d'abréger ce moment. Et ce temps réel ne sera brisé que quand le film sort du tribunal, et c'est la fin du film. En moins d'1h20, le film a présenté une intensité rythmique absolument folle. C'est les 1h20 les mieux exploités que j'ai pu voir cette année. D'autant plus qu'une fois qu'on est dans la réunion, il n'y a plus que les acteurs pour porter le film. Il n'y a plus que à l'écran. Il n'y a plus que des gros plans et l'immersion du moment est vraiment barge. Surtout quand on finit par avoir un plan séquence d'un monologue d'une dizaine de minutes de la mère qui est vraiment le climax du film. J'avais pas eu le souvenir d'une écriture aussi bonne et aussi juste depuis, je pense, le monologue du papa doublé par son fils dans Anatomie d'une chute. C'est un film avec une mise en scène minimale dont on ressort pourtant lessivé, sans que ce soit un tire-larme ou un film d'auteur frustrant. Bref, le film a l'air minuscule comme ça, mais il m'a retourné de tout mon être. En numéro 11, Tardes de Soledad d'Albert Serra. Le film suit un toréador espagnol dans ses représentations et dans les coulisses de la corrida. Ah, le bâtard, il est fort. Ah, il est fort, ce fils de chien. C'est un documentaire, mais c'est pas pour son côté documentaire qu'il est le plus réussi. Ce film m'a foutu plus en mal, en stress, en gêne et en appréhension que beaucoup de films d'horreur cette année. Entre la musique, l'image laiteuse, l'absence totale de la foule, le sang, le sound design, vraiment... Et le comportement de notre toréador en chef, c'est vraiment un film qui retourne l'estomac. C'est vraiment bizarre, on est à la lisière du fantastique et de l'horreur et pourtant toujours dans un documentaire. Mais comme on ne sait jamais où ça se passe, quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe, on est dans une contemplation d'un espace qui est presque liminal. Je serais hyper intéressé de savoir quel est le pourcentage de bruitage qui a été fait en post-prod et de son vraiment enregistré en direct. Et d'ailleurs comment ce son a été saisi dans ces conditions qui sont quand même très particulières et hasardeuses. Je comprends pas trop les gens qui essayent de continuer la métaphore du titre en expliquant que c'est un film sur la solitude. Non, c'est un film sur un tueur en série. C'est un film sur un mec qui tue des taureaux. C'est un film sur un monstre dans un corps humain. La froideur et le mépris avec laquelle il aborde son travail, son public, ses collègues et ses mises à mort, c'est juste terrifiant. Et l'esthétique est tellement soignée, l'atmosphère est tellement épaisse qu'on oublie qu'on regarde un documentaire. Moi, ça m'a vraiment profondément retourné l'estomac, plus qu'aucun documentaire que j'ai vu cette année. En numéro 10, L'étranger de François Ozon. Le film suit un jeune Français vivant en Algérie qui perd sa mère avant de tuer quelqu'un. Et bah alors, un film de François Ozon dans un top d'acadblachonesque, ça alors on n'en revient pas. Je mets un disclaimer direct, je n'ai pas lu le bouquin, je ne sais pas s'il y a des références dans le film, s'il y a des choses qui en proviennent et qui n'en proviennent pas, je ne veux même pas le savoir. Je parle du film de François Ozon, qui est une œuvre en soi. Albert Camus, Coucou Ch'panier. Il y a beaucoup de films récemment qui analysent les raisons de la colère, les raisons qui poussent des gens aléatoires, notamment plutôt jeunes, à soudainement devenir violents. Ari Aster, cette année par exemple, nous a répondu que cela vient d'une polarisation hors sol d'une société qui n'a plus de rapport à la vérité et au réel. Jafar Panahi nous a répondu que cela vient du sentiment d'injustice des plus faibles. Sébastien Lelio nous a dit par exemple que c'est les deux à la fois et il ferait mieux d'aller se faire cuire un œuf sur le cul. Ozon, quant à lui, explore une idée qui m'intéresse. Et si la violence venait du fait qu'on n'en ait plus rien à foutre de ce qu'elle produit ? Et si la violence prenait naissance dans la disparition de l'empathie, dans un syndrome de personnage principal, dans la transformation de l'autre en chose. Et si la violence apparaissait au moment où on devient tellement indifférent à tout que... Bon, tuer quelqu'un, pourquoi pas? Et j'adore l'idée du film de nous laisser analyser et comprendre ce pourquoi pas. Au-delà de l'intérêt politique des individus à tuer et oppresser, qui est montré dans le film, il y a des gens qui ont tout intérêt à tabasser des femmes en tant qu'hommes, à tabasser des arabes en tant que blancs, en tant que personnes avec un peu d'argent ou un peu de pouvoir. Meursault, lui, n'a aucun intérêt personnel à tuer, ce qui montre que cela se joue peut-être moins alors dans le système que dans quelque chose de plus interpersonnel. Évidemment qu'il y a des intérêts systémiques, comme le signale l'indifférence de Meursault aux violences racistes dans la rue, mais justement,
Comment se déplace-t-on du je m'en branle que des Arabes souffrent au je m'en branle de tuer quelqu'un? La réponse la plus évidente du film, c'est justement cette absence de réponse, c'est-à-dire ne croire en rien. En atteste la séquence avec le prêtre interprété par Swan Arlo. Il ne croit strictement plus en rien, donc plus rien n'est grave. Le fait de tuer l'autre et le fait d'être lui-même condamné à mort sont reçus avec la même froideur. Le personnage ne possède pas plus sa vie que celle des autres. Il vogue là où le courant l'emporte. Ce qui fait qu'il est incapable aussi en retour de donner des conseils à ses voisins ou de se projeter dans sa relation avec sa femme. Donc non seulement l'aliénation se trouve dans le rejet de l'autre comme quelque chose d'aliéné, d'extraterrestre, d'incompréhensible, et qui ne mérite pas l'intérêt, mais elle repose aussi sur l'aliénation de soi. Ce gars ne décide jamais de rien, on lui donne le choix du changement, voire d'une vie meilleure à son travail ou par sa compagne, et il préfère sa routine. Et c'est précisément cette dévotion de Meursault à sa routine qui le rend capable de tuer un arabe. François Ozon regarde Meursault dans L'étranger de la même manière que Jean-Paul Sartre regarde le garçon de café dans L'être et le néant. C'est un humain, trop quotidien pour être humain. Je bande fort, François. Je bande quand tu parles, je bande quand tu écris, je bande quand tu filmes, je bande pour toi. En numéro 9, Fanon de Jean-Claude Barny. Le film s'intéresse au lien entre Frantz Fanon et l'Algérie, de son arrivée dans le pays à sa mort. C'est un film très réussi à mon goût. Le film travaille beaucoup la suggestion, notamment par les longs panoramiques, comme celui qui ouvre le film et qui est très réussi. S'ajoute à cela un travail assez impeccable des décors, des acteurs et surtout de la lumière qui est vraiment impeccable. Le film arrive à travailler les ombres et la pénombre sans qu'on galère à lire ce qui se passe dans l'image. Franchement, c'est un des plus beaux travails de lumière que j'ai vu cette année. Concernant Fanon, j'ai vu passer des critiques comme quoi le film était édulcoré, assez imprécis sur les minorités, alors que c'est évidemment un sujet central, et grossièrement, que le portrait de Fanon était assez peu réussi. Sur les imprécisions historiques et ethniques, les équipes répondront de leurs actes, ils se débrouillent, mais pour le reste, je vais quand même venir avec mon petit avis de blanc. Je trouve que le film prend un pari très réussi de rester concentré sur l'Algérie, en même temps que de suivre l'écriture des damnés de la Terre. Ça permet au film de mettre en parallèle la théorie décoloniale et la pratique révolutionnaire, puisque les deux sont évidemment inséparables. Donc je trouve que le film arrive à toujours garder un bon équilibre entre suggestion et explication, entre spectaculaire et slow burner. Même si bon, la suggestion va parfois un peu loin, je trouve. Je sais pas si l'image du crabe et du marais parlera à tout le monde, par exemple. À mes yeux, cette démarche reste à applaudir parce qu'il faut vraiment visibiliser cette histoire et cette théorie coûte que coûte. En numéro 8, Together de Michael Shanks. Le film suit un couple nouvellement installé dans une maison isolée alors que leurs problèmes sentimentaux vont rencontrer des problèmes paranormaux. Ça c'est de l'horreur qui horreur, putain de bordel de merde. Le mélange entre les visuels qui te tabassent la gueule, la musique qui te tabasse la gueule, les décors qui te tabassent la gueule, franchement pour un film au budget estimé entre 3 et 10 millions de dollars, comment avez-vous fait? Les scènes d'horreur font trembler les sièges à chaque fois, je trouve ça incroyable. Certains diront que c'est extrêmement influencé par Ari Aster, ce que le réalisateur avoue lui-même, mais il arrive à rendre son horreur extrêmement hypnotique, à la fois brutale et horrible, mais en même temps tellement bien filmé qu'on peut pas détourner le regard. Et le film arrive même à placer de la comédie, aux bons endroits et au bon moment, sans jamais que ça soit forcé, sans jamais que ça casse le rythme, c'est admirable. Le thème du film est un sujet important en plus sur le rapport qu'on entretient avec des personnes en détresse psychologique, sur leur dépendance affective envers des personnes plus stables, et le sentiment des personnes stables à sombrer avec eux. Je trouve là-dessus que le film arrive à conserver une certaine force romantique et tragique très forte. Je rappelle quand même, parce que c'est important, que le film a une petite accusation de plagiat au cul, mais on n'a pas de nouvelles de cette plainte depuis juin 2025, donc à voir. À voir si ce top va pas devenir problématique dans quelques mois. En numéro 7, Sugarcane de Julian Brave Noisecat et Emily Cassie. Le film suit une enquête autour d'une école pour minorités qui a maltraité les élèves quand elle était encore en fonctionnement. En gros, c'est la version documentaire de Nickel Boys, le sujet est extrêmement similaire. Mais le film prend la carte de la contemplation, et par là, il réussit une technique qui est très chère à Chantal Akerman, qui s'est fait un peu effigie du cinéma contemplatif entre gros guillemets, c'est le silence réflexif. Le film a évidemment ses moments d'explication, d'enquête, d'interview, mais il est lent, et il n'hésite pas à vous abandonner devant les décors, ou les archives pour que le silence s'installe, et avec lui, la solitude, le deuil et l'anxiété. Il laisse le silence pour que notre voix intérieure se réveille, et qu'on questionne ce qu'on voit, autant qu'on se questionne nous-mêmes. C'est un documentaire qui laisse vraiment la place au spectateur pour s'investir émotionnellement dans les lieux et les images, et surtout avec les victimes, vivantes ou non. Bref, c'est un documentaire d'ores et déjà extrêmement intéressant pour son sujet, mais c'est un film à ambiance en soi. Et les deux combinés ensemble en font vraiment un grand film documentaire à mes yeux.
En numéro 6, Queer Panorama de Jun Lee. Le film suit un jeune homme homosexuel qui enchaîne les coups d'un soir avec des habitants de différents horizons vivant à Hong Kong. Trigger warning, phrase pompeuse. Je crois que c'est le film qui ressemble le plus à une utopie que j'ai pu voir cette année, c'est si beau. C'est du cinéma contemplatif sur 1h30, c'est-à-dire à dose parfaitement raisonnable pour pas se faire chier. Et pour peu qu'on aime les dialogues introspectifs sans aller dans la branlette intellectuelle, c'est un joyau. Évidemment, certains passages sont plus fantaisistes, d'autres plus pragmatiques, certains plus langoureux, d'autres plus conflictuels, mais c'est parce que le film change de ton à chaque fois que notre personnage trouve un nouveau plan cul qu'il vient voir dans un nouveau décor, à travers tout Hong Kong, d'où le terme de panorama dans le titre. Les cadres sont tous très inventifs, les dialogues également, ce qui permet une exploration du monde contemporain dans toutes ses facettes en quelques dizaines de minutes, sans jamais que ça ne vienne appuyer sur des sujets en mode attention, la montée du fascisme, mais sans jamais que ça ne soit survolé non plus. J'aime aussi beaucoup la fluidité du film. Il ne veut pas vraiment raconter d'histoire et ne révèle jamais totalement l'identité du personnage principal, car à chaque fois qu'il rencontre un nouveau plan cul, il reprend l'identité de la personne avec qui il a couché juste avant. Et je trouve que cette idée d'un personnage caméléon, sur lesquels les identités et les événements passent et ne restent pas, absolument génial. Je trouve ça totalement en phase avec la société post-moderne dans laquelle on vit. C'est un film avec beaucoup de scènes de sexe, je tiens quand même à prévenir, mais bref, en un film, j'ai voyagé 30 fois plus qu'en voyant plusieurs films d'affilée. C'est un petit bijou que je recommande chaudement. En numéro 5, Ex aequo, Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni et Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Voilà 2 drames familiaux. Je déteste les drames familiaux. Et j'ai pleuré devant 2 drames familiaux. C'est vraiment des monticules de tout ce qui me saoule en termes de cinéma. Les dates des mommy issues, bouboubou, la dépression, trauma générationnel, les femmes qui sont perdues dans leur couple avec leur mari, blablabla. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi j'aime ces films, pourquoi ils m'émeuvent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont calculés pour faire pleurer, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des idées de mise en scène, de dialogue, de silence, d'acteurs particulièrement émouvant, je ne sais pas où me placer entre les deux. C'est 2 films qui sont pas minimalistes ou dédramatisés, parce qu'il y a des effets de mise en scène, mais qui sont dépouillés, feutrés, doux et réconfortants en même temps qu'ils sont durs. Ou peut-être naïfs, ou à fleur de peau, je ne sais pas trop. J'arrive pas à qualifier la justesse des plans dans ces 2 films, et je trouve pourtant qu'il y en a une. Je comprends pas, je suis percuté par un décadrage, par un dialogue, par un regard. Il se joue quelque chose que j'arrive pas à comprendre, que je pourrais rejeter comme incompréhensible, et pourtant, ça m'ébranle, ça me fait quelque chose au plus profond de moi, alors que je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Ces 2 films qui se ressemblent là-dessus, ils m'ont percuté sans que je sois capable de dire précisément ce qu'ils font de bien, sans que je finisse par dire que chaque décision esthétique individuelle est intéressante. J'ai parfois l'impression qu'ils pourraient s'arrêter 1 heure sur un plan ou même sur une phrase, et je serais terrassé de la même manière. Pour le cas de Valeurs sentimentales, le film s'intéresse à la surface, à la texture des choses, à la fissure de la maison reconduite dans la fissure de la robe. On n'arrête pas d'avoir des personnages qui s'endorment ailleurs que dans un lit, on n'arrête pas d'avoir des seuils de porte. Je trouve tous les motifs de ce film très intéressants. On pourrait dire que c'est superficiel, ce que je comprends parfaitement, mais on évite justement de verser dans une psychanalyse avouée avec des personnages qui s'écoutent parler, parce qu'on reste toujours dans le concret. Pour le cas du film Les enfants vont bien, le film a justement édulcoré toute la psychanalyse et l'hétéronormativité des films de Joachim Trier, et ne garde que la forme et l'affect. À tel point que... Franchement, Juliette Armanet dans ce film, elle est pas un peu cosplayée comme Renate Reinsve ? Enfin, je me pose la question. Il y a aussi tout ce truc du film d'imiter les artefacts de flou et le tremblement de la pellicule sur une image numérique. Ce qui fait un peu artificiel, mais en même temps, ça rend bien. Tout ça pourrait encore une fois paraître superficiel, mais c'est contrecarré par le pragmatisme poétique du film. En fait, la meilleure manière que je puisse décrire ces films, c'est que ce sont des haïkus. Des films avec une grammaire et un vocabulaire très simple, mais tellement bien agencés qu'avec quelques mots, on peut se perdre pendant des heures. Je comprends pas pourquoi c'est si bien. Je crois qu'il vaut mieux que je ne sache pas et que je profite des films tant qu'ils sont là. En numéro 4, Amélie et la métaphysique des tubes de Maëlys Valade et Lian Cho-han. Le film retrace les premières années de la vie d'une enfant au Japon après sa naissance. J'ai un petit faible particulier pour les films qui refont le monde, qui essayent de vous expliquer le monde en partant de zéro. Je trouve que c'est ce qui rend très attachant un film comme Swiss Army Man. Et là, avec ce film, c'est brillant. En 5 minutes, le film résume 500 ans de philosophie quand même, je sais pas si on arrive à s'en rendre compte. C'est mature et précis et pourtant onirique. Les moments durs sont jamais traités niaisement et tombent jamais dans un moment d'émotion gratuite. Le film utilise justement la puissance de l'animation pour trouver cet équilibre. Quand le film raconte la guerre, il le fait avec la violence d'une recette de cuisine. Quand Amélie se perd en mer, il le fait avec une mise en scène très messianique, comme le reste du film qui est toujours empreint de spiritualité bien placée. C'est quand même un film qui brasse des sujets très lourds, comme la vanité de l'existence et le ressentiment du Japon envers l'Occident,
Et quand le film en parle, ça semble facile et magnifique. C'est un film qui a une profonde confiance dans son spectateur, qui a une sincérité dans tout ce qu'il essaye d'aborder. Le plus beau, c'est que ça reste un drame familial extrêmement basique et classique, en fin de compte, mais le représenter à travers un bébé qui se prend pour Dieu, ça permet de se rendre compte de la puissance de chaque émotion et ça donne vraiment un sentiment de gravité, alors qu'on pourrait juste se moquer d'à quel point les problèmes d'une gamine sont hors sol. Ce qu'on ne peut justement pas dire, parce que va dire à une gamine de 5 ans qu'elle est bourgeoise et coloniale. Je ne vise personne qui ait pu dire une connerie pareille sur ce film. C'est un film qui marche très bien. Et qui marche encore plus quand les sujets résonnent en vous. Parce que si vous restez en dehors, vous aurez au moins le traitement radical de la couleur qui démultiplie la qualité de l'animation. Je recommande très chaudement le film, peu importe votre âge. En numéro 3, Nickel Boys de Ramel Ross. J'ai déjà fait une vidéo qui essaye de rendre honneur à ce film, mais c'est difficile parce que là aussi, il faut le voir pour le croire. Personne ne parle de ce film, personne ne l'a dans son top, il y a même des influenceurs qui passent toute l'année à regarder des films et à nous faire la leçon, et qui viennent dire fièrement qu'ils n'ont pas de film américain dans leur top, alors que ce film existe, honte à eux. Honte à eux, j'ose le dire. Allez voir ce film, c'est un film vraiment génial, j'en ai fait mon analyse sur la chaîne. Ok, c'est un film avec un sujet un petit peu dur, mais il le traite jamais de manière affligeante ou ultra frontale dans sa violence. Je connais peu de personnes qui ont été déçues. En numéro 2, Sauve qui peut d'Alex Poukine. Le film suit des personnels en médecine qui s'entraînent à bien réagir grâce à des situations fictives. C'est un film absolument passionnant, qui est vraiment hypnotisant du début à la fin. Les situations fictives sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir le travail du médecin en pratique et en questionnement dans un cadre éthique où on ne brise pas le secret médical d'un patient plus ou moins mal en point. Ça enlève la dimension stressante et fataliste de films comme ceux de Weisman ou plus récemment ceux de Philibert. Mais par la suspension d'incrédulité de ces situations, on garde une force d'affect assez incroyable. Le plus passionnant, c'est justement la profondeur du questionnement, de la remise en question du système médical, mais surtout et d'abord des situations de fiction en elles-mêmes. On va suivre des mises en situation fictives, puis ensuite on va avoir le feedback sur les réactions qui ont eu lieu pendant ces mises en situation fictives, puis on va avoir un feedback sur les feedbacks, puis on va même avoir les scénaristes et les acteurs fictifs des situations qui se remettent en question et qui remettent en question l'écriture des... C'est incroyable, le niveau de méta de ce film est exceptionnel. Et ce côté méta, il rend le film extrêmement beau, extrêmement poétique, extrêmement enrichissant, en plus de lui donner une puissance didactique. Parce que plus on va loin dans les remises en question, plus on comprend que les sources du problème sont structurelles, et économiques, et donc politiques. C'est un film qui permet de politiser le public sans le prendre à part, sans l'affliger de situations horribles, sans le scandaliser des manigances économiques. Bref, c'est un film poétique et politique qui vous prend pas pour un con, et qui est vraiment magnifique. Tout le développement méta, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et en numéro 1, Soundtrack to a coup d'État de Johan Grimont-Pré. Le film raconte l'ingérence étrangère des puissances occidentales dans la gouvernance du Congo dans les années 60. C'est pas un documentaire, c'est une révolution dans tous les sens du terme. Je n'ai jamais vu un seul documentaire qui ressemble de près ou de loin à ce truc, c'est incroyable. C'est quasi entièrement un film de montage qui mélange jazz, archives politiques et notes de bas de page. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'arrive pas à même me figurer que ça existe. Et ce mélange, ça donne l'impression qu'on regarde à la fois une étude scientifique sourcée et détaillée, et en même temps une YTP. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Toutes les archives et les citations sont présentées en rythme avec la musique, ce qui donne l'impression de voir un clip musical, et en même temps un manifeste politique de 2h30. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour qualifier ce film rationnellement. Je parle des 2h30, mais n'y pensez même pas. N'y pensez même pas, ressenti 1 heure. Vraiment, ressenti une putain d'heure. C'est drôle, c'est émouvant, ça va droit au but, c'est décapant, j'ai l'impression de parler comme le mec de TikTok qui vend des thrillers suédois tous les 4 matins. Vous ne verrez aucun film qui ressemble à ça. C'est tellement unique, vous devez foncer le voir. Merci à tous d'avoir suivi ce top. On se retrouve dans quelques temps, dans quelques jours peut-être, pour l'interlope.